Bonjour. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Monsieur Douglas Harding avec ce livre-ci, le premier qu'il a publié en 1961 et qui s'intitule donc en français Vivre sans tête aux éditions Le Courrier du Livre. Je pense qu'il a été réédité depuis, mais je ne sais plus chez quel éditeur. Voilà. Donc encore un monsieur anglais après Tony Parsons. Et donc je vous lis quelques extraits. Vision. Le plus beau jour de ma vie, ma nouvelle naissance en quelque sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. Ceci n'est pas un jeu de mots, une boutade pour susciter l'intérêt coûte que coûte. Je l'entends tout à fait sérieusement, je n'ai pas de tête. Je fis cette découverte il y a 18 ans, lorsque j'en avais 33. Tombée soudainement du ciel, elle répondait néanmoins à une recherche obstinée. Pendant plusieurs mois, j'avais été absorbé par la question qu'est-ce que je suis? Que cette découverte se soit produite lors d'une promenade dans les Himalayas importe peu. C'est pourtant, dit-on, un lieu propice à des états d'esprit supérieurs. Quoi qu'il en soit, ce jour très clair, très calme, et cette vue du haut de la crête où je me trouvais, par-delà les brumes bleues des vallées, vers la plus haute chaîne de montagnes du monde, avec parmi ses cimes enneigées, le Kangchenjunga et l'Everest, voilà sans doute ce qui rendit cette scène digne de la vision la plus haute. Il m'arrivait une chose incroyablement simple, pas spectaculaire le moins du monde. Je m'arrêtai de penser. Un état étrange, à la fois alerte et engourdi, m'envahit. La raison, l'imagination et tout bavardage mental prirent fin. Pour la première fois, les mots me firent réellement défaut. Le passé et l'avenir s'évanouirent. J'oubliais qui j'étais, ce que j'étais, mon nom, ma nature humaine, animale, tout ce que je pouvais appeler mien. C'était comme si à cet instant je venais de naître, flambant neuf, sans pensée, pur de tout souvenir. Seul existait le maintenant avec une majuscule. Ce moment présent est ce qu'il me révélait en toute clarté. Voir, cela suffisait. Et voir quoi? 2 jambes de pantalon couleur kaki aboutissant à une paire de bottines brunes, des manches kaki amenant de part et d'autre à une paire de mains roses, et un plastron kaki débouchant en haut sur absolument rien. Certainement pas une tête. Je découvris instantanément que ce rien, ce trou où aurait dû se trouver une tête, n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant. Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion, un vide qui faisait place à tout, aux gazons, aux arbres, aux lointaines collines ombragées, et bien au-delà d'elles, aux cimes enneigées semblables à une rangée de nuages anguleux parcourant le bleu du ciel. J'avais perdu une tête et gagné un monde. Tout cela me coupait littéralement le souffle. Il me semblait d'ailleurs que j'avais cessé de respirer, absorbé par ce qui m'était donné, ce avec une majuscule. Ce passage superbe, intensément rayonnant dans la clarté de l'air, solitaire et sans soutien, mystérieusement suspendu dans le vide, et, en cela résidait le vrai miracle, la merveille et le ravissement, totalement exempt de moi, entre guillemets. Absence totale de corps et d'esprit, indépendant de tout observateur.
Sa présence totale était mon absence totale de corps et d'esprit. Plus léger que l'air, plus translucide que le verre, entièrement détaché de moi-même, je n'étais nulle part à la ronde. Pourtant, malgré la qualité magique et surprenante de cette perception visuelle, il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une révélation ésotérique. Plutôt l'inverse, un éveil soudain qui m'arrachait au sommeil de la vie ordinaire, la fin d'un rêve, une réalité qui rayonnait de sa propre lumière et pour la première fois lavée de la pensée qui obscurcit. C'était la révélation tant attendue de l'évidence même, un moment de clairvoyance dans l'histoire confuse de ma vie. Je cessais d'ignorer une chose que, depuis ma plus tendre enfance en tout cas, je n'avais pu voir, égaré par trop d'occupations ou de faux fuyants. C'était une attention nue, sans jugement, à une réalité qui n'avait pas cessé de me dévisager. Mon absence totale de visage. Bref, tout cela était parfaitement simple, ordinaire et direct, au-delà du raisonnement, de la pensée et des mots. En dehors de l'expérience elle-même, ne surgissait aucune question, aucune référence, seulement la paix, la joie sereine et la sensation d'avoir laissé tomber un insupportable fardeau. Bien plus tard, parce que je crois que Douglas Harding est resté pendant 18 ans sans réellement parler de ce qu'il vivait, et en tout cas sans mener d'atelier, etc. Et là, donc, on va arriver dans un moment où il y a un atelier. Vous vous souvenez, il a vécu cet éveil à 33 ans. Voilà. Donc là, question d'un intervenant. Votre approche de l'illumination me paraît vraiment trop simple. Cette porte qui nous ouvrirait à la vision est trop largement ouverte. Elle est béante. Accessible à des personnes dépourvues de maturité mentale et morale, à la portée d'un grand nombre et sans discipline préparatoire, cette réalisation pourrait-elle avoir le moindre rapport avec l'illumination du bouddhisme? Douglas. Certainement. Les grands maîtres zen, d'accord avec la plupart des sages, disent avec insistance que l'illumination n'est pas à mériter, ni à accomplir, qu'elle est au contraire l'état naturel de tout homme, s'il est assez simple et ouvert pour être lui-même et mettre fin à ses prétentions. À l'objection selon laquelle cette confortable doctrine fait fi de la loi du karma, parenthèse, on récolte ce qu'on sème, la réponse bouddhiste est la suivante. Si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez semé pendant vos vies antérieures, et s'il se trouve que maintenant, sans difficulté, vous avez la vision de votre vraie nature, eh bien, dans ce cas, il faut croire que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Pour découvrir si vous êtes mûr pour l'illumination, essayez-la. Et je vais vous proposer un dernier extrait où il parle de l'abandon en disant qu'en fait, on ne peut pas s'abandonner délibérément, ce serait un jeu du mental en fait. N'y a-t-il donc rien à faire pour résoudre ce problème? L'envie de lutter contre la nature des choses alterne en nous avec l'acceptation réelle ou mitigée de tout, et même du pire. Cette alternance qui structure nos vies, allons-nous l'accepter ou plus vraisemblablement tenter de la briser? Non, la méthode directe qui consiste à maîtriser nos sentiments s'avère infructueuse, mais il existe une méthode entre guillemets indirecte, bien plus prometteuse. Le problème peut être résolu, pas à son propre niveau ni en ses propres termes,
et il peut l'être totalement. La solution est l'attention en capital. L'attention au lieu de l'intention. L'attention à ce qui est et non la recherche de ce qui devrait être. Attention à ce que les choses sont déjà, en écartant toute tentative pour les transformer. En fait, l'attention totale est l'abandon, et l'abandon total est l'attention. Attention à quoi? Attention à ce qui vous est donné ici, au lieu précis de votre présence en ce moment, l'esprit détaché de tout autre lieu et temps. Et pour découvrir ce qu'est l'attention, il est inutile de vous contenter de lire. Vous, cher lecteur, ce que vous avez à faire, c'est de regarder maintenant ce qui se trouve juste en face de cette page imprimée, de porter votre regard vers celui qui voit, vers le lecteur, s'il y en a un. N'est-ce pas un fait qu'il n'y a ici rien qui ressemble à une chose, seulement un espace rempli de ce qu'il voit, deux mains tenant ce livre et entouré de formes colorées? Qu'y a-t-il ici où vous êtes maintenant, si ce n'est une conscience majuscule sans tache, ou une capacité majuscule privée en elle-même de tout son, odeur, goût, couleur, forme, opacité, complexité, mouvement, et en cela même parfaitement conçu pour recevoir tous ces éléments. Une disponibilité remplie, n'est-ce pas ce que vous êtes en ce moment même, de façon évidente et immédiate? Je vais arrêter là avec les extraits de Douglas. Et si vous le voulez, je vous propose de passer une petite minute en silence ensemble, sans rien faire d'autre que, même pas être attentif, être attention, ce que moi j'appelle souvent être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.